Yeah, well, say, they come the gangsta, no one Welcome! We are super excited to introduce Brain, the brain. a completely new experience for Omnisphere. Salut tout le monde et bon retour dans les podcasts de l'antifragilité. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce second épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept mais très cher. C'est le concept de croissance post-traumatique. Un concept qui est exposé encore une fois par notre ami Nassim Nicolas Taleb. Et ce concept vraiment fondateur pour moi va à l'encontre de tout ce qu'on nous vend actuellement dans un monde où nous sommes fragiles, comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode. Notre physiologie, notre nature profonde, c'est l'antifragilité. C'est la capacité de nous renforcer. C'est la capacité de surcompensation face à une exposition à un agent stressant. C'est-à-dire que quand nous sommes confrontés à un stress, à un challenge, le temps d'intégration qui va suivre ce stress, une fois qu'il est terminé, va être un temps de surcompensation où on va dépasser le point de départ. Au niveau physiologique, ça s'explique extrêmement bien et les pratiquants de musculation le connaissent très bien. Ils vont à la salle, ils s'entraînent, le lendemain, ils ont plus de muscles que la veille. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je vous partage ça et je vous parle de croissance post-traumatique parce que j'ai écouté un podcast extrêmement intéressant qui s'appelle Ça dit quoi sur YouTube. Donc c'est une chaîne Ça dit quoi ? Point d'interrogation. Vraiment, je la découvre, elle est excellente aussi bien au niveau du contenu que du contenant. C'est-à-dire que la forme, c'est bien éclairé, la caméra est bien positionnée, il y a plusieurs angles de vue. Vraiment, chapeau pour cette petite chaîne, parce que il y a que 4000 abonnés. Voilà, je pense qu'elle va grandir extrêmement vite. Longue vie à Ça dit quoi. Donc, allez découvrir tout ça, et allez surtout écouter l'interview de Simon Astier. Simon Astier, c'est on l'a découvert comme acteur, mais c'est plutôt un metteur en scène. On l'a découvert comme acteur dans la série Kaamelott. C'est le demi-frère de Alexandre Astier, si connu pour sa série Kaamelott, qui cumule les fans dans l'Hexagone, dont votre serviteur. Simon Astier, extrêmement intéressant, qui a fait sa propre série qui s'appelle HeroCorp. C'est très drôle. J'adore aussi cette série sur les super-héros qui sont un peu nuls. Vraiment, je vous encourage à la regarder aussi. Puis c'est français, c'est bien joué, il y a des bons acteurs, c'est très rigolo. Et donc Simon nous raconte un peu sa vie. Dans la première partie de l'interview, il parle de l'actualité qui est un petit peu compliquée avec la crise sanitaire en ce moment surtout pour évidemment les joueurs de pièces de théâtre, les acteurs, etc. Mais dans la deuxième partie, il parle de sa capacité, sa résilience et sa capacité à être revenu d'un fond, d'avoir touché le fond et d'être reparti. Notamment avec un épisode de sa vie où il a frôlé la mort. C'était durant, d'ailleurs, le tournage de sa série HeroCorp. Alors, il ne donne pas plus de détails, mais vraiment, il a été hospitalisé et apparemment, c'était une question d'heures. Vraiment, il a frôlé la mort. Donc, il nous parle de cet épisode de sa vie et à quel point ça a été fondateur, en fait. À quel point il s'est rendu compte de beaucoup de choses à ce moment-là et à quel point il en est arrivé à la conclusion qu'il se nourrit de lumière. C'est ses mots à lui, hein. C'est-à-dire que on voit toujours les épreuves comme quelque chose de noir, négatif, dur, qui font mal et dont la résultante ne peut être que négative. Et lui, il dit non, mais moi j'ai été impressionné, évidemment, par la violence de l'épreuve, d'une part, ça c'est évident, mais non moins par
ma capacité à revenir, sur le chemin de retour, à revenir à l'état où je suis maintenant, c'est-à-dire plus fort. J'ai grandi. J'ai gagné en assurance, j'ai gagné en sagesse par rapport à ma relation avec la mort. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le souligner. C'est que notre relation à la mort a complètement changé ces dernières décennies. Il y a une maxime très connue qui dit que les temps difficiles engendrent des gens forts et les temps faciles engendrent des gens faibles. Je pense que la génération de nos arrière-grands-parents, voire grands-parents, qui ont connu des guerres, était une génération de personnes très résilientes et qui ont voulu profiter de la vie à la sortie de ces conflits terribles et de ces temps très difficiles, et donc ont surcompensé par du confort, par une vie confortable. Malheureusement, nos parents et nous sommes nés dans une société confortable, en pensant que le confort était la norme. Mais dans le confort, le vivant ne peut s'expandre, le vivant ne peut s'exprimer. Si le vivant, c'est la complexité, c'est ça, c'est toujours l'augmentation de la complexité, alors l'augmentation de l'entropie, certes, de la dissipation de l'énergie, de la chaleur, du désordre, mais aussi la recherche de complexité, constamment, parce que nous sommes mis au challenge, parce que nous faisons face à un problème. Il faut le résoudre, tel un problème mathématique, tel un grimpeur d'escalade face à un mur, qui réfléchit à la voie à emprunter, à la position de ses mains et de ses pieds. Si le vivant ne tapait pas dans des murs de complexité et de problèmes constamment, il n'évoluerait pas et nous ne gagnerons pas en complexité au fil des âges. Donc nous avons besoin de ces mises au challenge. Et c'est exactement ça dont nous parle Simon Astier. C'est exactement ça dont nous parlent les grands survivants et militaires des guerres, des combats, etc. Non seulement avec leurs mots, mais aussi avec leurs attitudes. Quand vous voyez revenir devant vous un militaire ou un marin qui a fait le tour du monde avec une prestance, avec une attitude calme, avec vraiment un regard serein, peu importe la situation de la journée, ou peu importe les mauvaises nouvelles qui arrivent dans la journée, il sait prendre du recul, du détachement, et on a l'impression que tout est facile pour lui et que rien ne l'atteint. C'est parce que dans sa vie, il se repose sur des événements qu'il a traversés, qui étaient extrêmement difficiles, des vrais challenges qu'il a surmontés, parce qu'il est toujours là, donc il sait bien qu'il a survécu. Et ça, c'est une forme de socle et de base solide sur laquelle il peut se reposer, consciemment ou inconsciemment. Notre relation à la mort étant complètement évincée de nos jours, c'est-à-dire que ça nous angoisse, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit plus. On ne voit plus nos grands-parents partir, on les met dans des EHPAD ou des maisons de retraite. Dans les foyers, ils sont complètement évincés quand le temps de partir arrive. On cache tout ça, ou bien on le dénaturalise, on le virtualise par de la violence extrême à la télé, et c'est tellement extrême et c'est tellement loin qu'on se dit que c'est juste un film. On le voit pas dans nos vies à nous. Non, on pense que tout ça c'est un film ou c'est un dessin animé. Mais la violence réelle et la mort réelle nous sont au maximum écartés parce que soi-disant, ce serait négatif et ça nous ferait mal et la résultante ne pourrait être que pernicieuse pour nous. Alors que pas du tout. Dans certains pays, la relation à la mort est célébrée. Je pense au Mexique où on fête les morts. Selon les cultures, le passage dans l'au-delà. Alors le paradis, qui en est ou qui en est pas, selon vos croyances, peu importe. Ça, libre à chacun. Mais ce voyage, cette phase de transition ou cet arrêt, peu importe, certaines cultures le célèbrent. Bon, nous,
nous en avons peur. Et Simon Astier en parle. Il dit, voilà, moi, la mort, c'était mon plus gros démon. Eh ben, on m'a forcé, alors le hasard, le destin, peu importe, on m'a forcé à y faire face, d'un seul coup, comme ça, sans préparation. Et j'en suis revenu. Donc, lui qui a fait une série sur HeroCorp, il a été son plus grand héros. C'est ça qui est fort. C'est qu'il s'est révélé être son super-héros. Et pour vous citer quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Goggins. Alors Goggins, ça s'écrit G-O-2-G-I-N-S. David Goggins, un Américain qui a été Marines, SEAL. Il a fait tous les corps armés en fait des États-Unis. Traversé, c'est la personnification de la résilience et de l'antifragilité. Un mental d'acier, ultramarathonien. Il a fait des épreuves aussi bien physiques que mentales absolument dingues, et il se met au challenge constamment pour se renforcer. Et juste en fait, même pas pour se renforcer, pour le plaisir de goûter à la vie et d'expérimenter. Mais quand on lui pose la question, quelles sont vos sources d'inspiration, qui parmi les grandes figures pourrait être une sorte de héros pour vous, lui, il dit moi-même. C'est pas du tout vantard de dire ça. C'est sincèrement, quand je repense, je me regarde dans le miroir, aussi bien de manière figurative que imaginaire, je suis mon propre héros. Parce que je repense à toutes les enfers que j'ai traversés, les épreuves terribles auxquelles j'ai survécu. C'est ça qui est fort. Et David Goggins, alors il a écrit un livre qui s'appelle Can't Hurt Me, donc vous le trouverez pour les anglophones sur toutes les plateformes qui vendent des livres. Alors essayez d'acheter ça chez un libraire indépendant, hein, vous connaissez ma position, et si vous la connaissez pas, eh ben maintenant vous la connaissez. Il y a aussi un livre audio qui est génial de Can't Hurt Me. Donc Can't Hurt Me en anglais, ça veut dire qui ne peut pas me faire du mal. Ça ne peut pas m'atteindre. Et ce livre audio est génial parce qu'à la fin de chaque chapitre, il met des commentaires. C'est-à-dire que son livre est lu par une tierce personne, son éditeur, en l'occurrence, quelqu'un qui est aussi extrêmement intéressant. Mais à la fin de chaque chapitre, ils ont un dialogue tous les deux. Et David Goggins parle, voilà, il commente le récit qui vient de se passer, les épreuves, etc. Et c'est vraiment, vraiment passionnant à écouter. J'ai adoré l'écouter et le réécouter d'ailleurs. Je l'ai écouté 2 fois ce livre audio. Donc le livre papier comme le livre audio sont 2 formats différents qui vous apporteront 2 contenus différents. Donc allez-y. C'est un autre conseil de lecture après le podcast. Ça dit quoi? Et donc, ouais, David Goggins, devenir son propre héros, c'est ce qu'a traversé Simon Astier. Et c'était passionnant à découvrir. Et ça fait le lien avec cette croissance post-traumatique dont nous parle Nassim Nicolas Taleb. Pensez, voilà, à ces militaires qui reviennent de guerre, où on se dit c'est terrible, ils doivent être traumatisés. Et on parle souvent de traumatisme, hein, après un conflit, une guerre, etc. Et on pense rarement à la croissance qui peut naître de ces épreuves. Moi, j'aimerais partager ma propre expérience de tout ça, et j'aimerais que vous preniez un temps aujourd'hui pour réfléchir à vos croissances post-traumatiques et arriver à en énumérer au moins 3. Je suis certain que vous allez arriver à en lister 3. Après un challenge qui soit vraiment important, comme une blessure physique ou mentale, la perte d'un proche, une hospitalisation, mais aussi pourquoi pas un challenge sportif. Vous avez couru, vous vous êtes mis le challenge de courir un marathon et vous y êtes arrivé. Vous pensiez sincèrement ne jamais y arriver, vous l'avez fait, vous en êtes sorti, grandi. Alors que durant l'effort, c'était terrible. 20 fois vous avez voulu abandonner, etc. Si vous dites à quelqu'un, oh là là, hier, il a fallu que je marche 42 kilomètres, c'est-à-dire un marathon, 42 kilomètres et demi,
peut-être que la personne, sa première réaction, ça va être « Oh là là, mon pauvre, c'est terrible, tu dois avoir mal aux pieds, oh là là », il va s'apitoyer sur votre sort. Si vous dites par contre, la semaine dernière, j'ai couru un marathon. Et la personne dit, waouh, t'as couru un marathon? Et là, ouais, j'ai couru un marathon. Le récit est tout autre. On comprend bien ça. Donc l'histoire qu'on se raconte, par rapport aux faits, on comprend bien que c'est toujours plus important que les faits eux-mêmes. C'est ça qu'il faut toujours retenir dans ce cheminement personnel, l'histoire que l'on se raconte. Là, sa narration interne, toujours à analyser. Donc, repensez au stress et même repensez aux challenges les plus violents de votre vie. Alors, ce podcast, il est bien parce que je l'ai voulu nouveau et avec un nouveau format, avec ce format audio, pour être aussi plus en intimité avec vous et vous parler de moi-même. C'est aussi une forme de thérapie, ça me fait du bien, tout ça, d'exprimer tout ça. Et je sais que c'est ce que je recherche quand je consomme d'une certaine manière des podcasts, des émissions. J'aime rentrer en intimité avec la personne qui tient l'émission. Donc, mon parcours, pour ceux qui connaissent Vérisme TV, ça a été challenge sur challenge. Et je pense que la vie, c'est un ultra-marathon. C'est le marathon ultime que nous devons tous courir. Donc, autant se renforcer et être bon à courir ce marathon. Et l'un des gros challenges, ça a été la perte de mon père, et surtout la manière dont je l'ai perdu. Donc, c'était de 2010 à 2013. En 2010, il a été déclaré avec une leucémie. Alors, ça nous est tombé dessus comme un coup de bambou, parce qu'on s'y attendait pas. Une leucémie, donc cancer du sang, comme on dit. En fait, c'est sa moelle osseuse qui ne faisait plus de globules rouges. Une grosse perturbation. Donc, il avait eu en fait dans sa jeunesse l'inverse de ça. Alors, le terme médical, je ne m'en souviens plus. Moi, je suis naturopathe, pas médecin. Qui était l'inverse. En fait, c'était une surproduction de globules rouges. Et donc, il a passé un peu sa vie avec des médicaments sans nous le dire. Et là, sans doute par effet de surcompensation, alors ce terme de surcompensation, vous allez l'entendre dire et redire sans arrêt parce que la vie n'est que redondance et la nature réagit souvent par surcompensation, même un peu toujours. Bref, son organisme a dû surcompenser et un déséquilibre a dû naître de tout ça. Bref, aussi son hygiène de vie, plein de facteurs ont dû jouer dans tout ça. Donc à l'âge de il était né en 53, il est parti avant 60 ans, donc il est parti à 59 ans, donc à l'âge de 56 ans. Leucémie, déclaré. Et ben moi, à l'époque, je vivais au Japon. Donc ça a été très dur de connaître, d'avoir cette information à distance. J'étais à Nagano, dans la neige, dans les montagnes de Nagano, à fabriquer du saké. Et en 2010, Skype, ça marchouillait. J'étais dans une usine de saké vieille du XVIIe siècle. Donc autant vous dire que la connexion Internet, c'était un câble qui courait sur 300 mètres. À la maison ici, chez moi en France, maison familiale, Internet aussi c'était pourri, donc la connexion en Skype était vraiment moisie. Et je reçois un appel le soir de ma famille et je me souviens de mon père qui me dit pas une bonne nouvelle, et même je me rappelle qu'il est pas arrivé à rester devant la webcam. Et mon père qui se lève de la webcam pour se cacher. J'ai encore du mal à le dire, mais c'était très dur. Parce que s'il y a bien une personne qui est forte dans mon esprit, c'est mon papa. Et rien que d'y repenser, c'est assez troublant.
de le voir en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'il commence à me dire « j'ai une mauvaise nouvelle », il y avait ma mère à côté de lui, il commence à m'expliquer la chose, et au milieu de la phrase, il se lève, et pour se cacher de la webcam. Et je pense qu'il est allé pleurer, ou se mettre la tête dans les mains, avec mon frère et ma sœur. Et ma mère reste devant la caméra. Enfin, ils sont tous revenus après, tous les 4, pour m'expliquer, voilà, il y a eu, voilà, papa est malade, etc., etc. Il va devoir être hospitalisé. Et je me souviens de la conversation. Alors moi, évidemment, je m'effondre. Hein. Là, c'était la pire soirée du monde pour moi. Et je me souviens de la conversation, toujours avec cet amour profond que l'on a les uns les autres. Dans la famille, on est très, très proches, même c'est fusionnel. C'est tellement fusionnel, parfois ça passe pas par les mots. Mais bref. Mon frère qui dit, regarde pas sur internet, le mot leucémie, voilà. Moi je dis, mais c'est quoi cette maladie? C'est une leucémie. Alors, à l'époque, leucémie, je sais aucune idée de ce que c'est. Regarde pas sur internet, ils me disent, c'est pas la peine, tu vas tomber sur des trucs. Ah, ça va te faire peur. Mais c'est une maladie qui se guérit très bien. Alors le mot cancer, évidemment, est pas prononcé parce qu'il voulait pas me faire peur. Mais j'ai très rapidement compris que c'était ça. Et bref. Je ferme l'ordinateur, je sais plus comment on quitte la conversation, mais à mon avis, ça a duré un bon moment avant que j'arrive à avaler la boule qui était dans la gorge et à quitter la conversation Skype avec un semblant de sérénité. Je me souviens que j'ai beaucoup pleuré après. C'était pas facile. Je sais pas comment j'ai trouvé le sommeil d'ailleurs. Le lendemain, j'ai dû expliquer à l'entreprise que je devais rentrer en France. Voilà, ils me disent, ma famille m'a dit, écoute, mon père, je me souviens très bien qu'il me dit, il y a tout le monde ici, je suis bien entouré, on est tous les 4, donc si tu veux rester au Japon et finir ton stage, c'était un stage de plusieurs mois qui devait au moins durer 3 mois, avant de rentrer, je le comprends. Et j'ai réfléchi, à mon avis, une bonne partie de la nuit, et le lendemain, en fait, j'avais pris ma décision, je devais partir. Je devais rentrer chez moi. C'était pas possible. Et donc l'entreprise, bref, je vous la fais courte, l'entreprise japonaise a été très conciliante. L'entreprise Miyazaka Juroso, Miyazaka Brewing Company, qui fait du saké, le meilleur saké du Japon, le saké que commande l'empereur tous les ans, c'est le saké Masumi. Et ça s'écrit M-A-S-U-M-I, et je suis très content de faire de la pub pour de l'alcool, parce que c'est le produit qualitatif par excellence. C'est la consommation de l'alcool qu'on devrait faire à la japonaise, traditionnelle, c'est-à-dire un tout petit peu, de manière très qualitative, et pas dans l'excès. Et si par contre on est dans l'excès, c'est une fois par an. C'est vraiment quand on lâche les chiens, quand on casse les meubles, comme dirait Taleb, mais pas à la manière française, moderne, j'ai envie de dire, mais plutôt traditionnelle, où on goûtait les choses. Chercher l'excellence. Chercher l'excellence, c'est vraiment la démarche de Masumi. Donc, si jamais vous allez au Japon, même ils ont un importateur français, goûtez ça, mais vraiment, trouvez la bonne alliance avec les mets. Prenez un Daiginjo, vraiment une très haute gamme de saké, et apprenez à vraiment le marier avec de la nourriture. Vous allez découvrir tout un monde au moins aussi riche que le monde du vin. Passons. Je rentre en France et là donc 3 ans en fait, de 2010 à 2013, 3 ans de chambre stérile, de chimiothérapie, de greffe de moelle osseuse, de greffe de cellules souches, d'embryons de bébés, plein de choses.
plein de choses pour essayer de remettre sur pied mon père. Et moi, je repars au Japon entre-temps. C'est ça qui était dur, qui était même d'une violence. J'en ai encore des frissons, hein. C'est-à-dire que en 2010, je rentre en février 2010. Il fait ses premières chimiothérapies, donc là, voilà. Regardez le sketch de Dieudonné si vous voulez savoir hein, qu'est-ce que c'est avoir un proche qui est hospitalisé pour le cancer. Donc la personne fond littéralement, perd ses cheveux, perd tout, devient livide, passe par toutes les étapes de souffrance physique et morale. Elle est méconnaissable et elle souffre d'une violence qui vous donnerait une idée du concept de l'infini. Vous êtes en blouse blanche, avec des masques, avec des charlottes sur la tête, avec des charlottes aux pieds. Pas des charlottes aux fraises, mais des charlottes aux pieds. Des tissus pour recouvrir les chaussures parce que il est en chambre stérile. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas faire venir le moindre virus ou bactérie dans la chambre où il est enfermé tel une prison pour ne pas contaminer l'environnement parce que son système immunitaire est au plus bas du plus bas. Donc il est sujet à la moindre petite infection. Donc quand vous le visitez, c'est un par un. Et vous êtes emmitouflé dans un accoutrement terrible, voilà, qui renforce le côté anxiogène de la chose. Donc lui ne voit pas vos sourires, et vous êtes mal à l'aise parce que vous avez trop chaud et vous êtes pas bien. Bref, ça s'éternise jusqu'au mois d'octobre où je trouve un nouveau boulot au Japon et je repars au Japon parce que on en discute avec mon père. C'est ça que je veux faire. Il m'encourage à y aller aussi, même si ça lui arrache le cœur, il le sait. Je suis démarché par une entreprise. On me propose un poste en or. C'est mon rêve d'aller au Japon. Je pèse le pour et le contre. Et j'ai confiance aussi. J'ai confiance dans la vie. Et je me dis, voilà, papa, il va être pris en charge, il va être soigné, ça va le faire. Il faut que je vive ma vie aussi. Et cette expérience, aussi dure soit-elle, va me transformer. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai toujours eue en moi. C'est ma capacité à me transformer. C'est-à-dire pas à m'améliorer, mais j'étais persuadé que m'éloigner de ma famille avec laquelle j'entretiens des liens si forts, pas pendant une semaine, mais pendant plusieurs mois, et pas en partant dans la ville d'à côté, mais en allant à l'autre bout du monde, allait me transformer, allait me faire évoluer. Et ça me fascinait, ça, en fait. Moi, j'ai grandi avec Dragon Ball, j'ai grandi avec la pop culture, avec les super-héros qui, tel Superman, vont dans une cabine téléphonique et tout d'un coup, ils ont un autre costume, c'est une autre personne. Ils mettent un déguisement et tout d'un coup, ils ont des super-pouvoirs. Dragon Ball, bon, Sangoku, tout d'un coup, il a les cheveux blonds, jaunes, il fait des éclairs, alors que le moment d'avant, il avait les cheveux noirs. Et puis, il a des plus gros muscles, parce qu'il est passé par des épreuves, parce qu'il s'est mis au challenge. Bref, on se transforme dans la vie, face à la volatilité des environnements, des événements. Et ça, en fait, sans le savoir, ça vraiment, ça s'est imprimé dans mon esprit. Donc, j'y vais. C'est l'appel de la volatilité, l'appel de l'antifragilité. Et je repars en 2010, et de 2010 à 2013, en fait, je vais faire des allers-retours, voilà, 1 à 2 fois par an. Je vais suivre les avancées par webcam de mon père. Il va y avoir des hauts et des bas, et je vous la fais courte. Si le moment de 2010 où ma famille m'annonce par webcam que papa est malade était terrible, je pense que le moment de 2013 où mon frère est devant la webcam, et là, il me fait l'expression, la personnification du courage,
Et là encore, désolé, hein. J'ai la gorge qui se noue, et je pense qu'elle continuera à se nouer toute ma vie, parce que c'est toujours un côté très émotionnel, tout ça. Mais il prend le courage de me dire, avec une sérénité et une voix qui ne tremble pas, il faut que tu rentres. Parce qu'on a discuté avec l'hôpital, et papa va pas bien, et il va nous quitter. Il faut que tu rentres maintenant. C'est maintenant. Alors que, dans les dernières semaines, les résultats étaient bons. C'est-à-dire, on avait des bonnes nouvelles. Il faisait des globules blancs, il faisait des globules rouges, les niveaux remontaient, les analyses étaient bonnes, etc. Et d'un coup de bambou, l'inverse complet. C'est-à-dire, tout s'effondre. Et là, l'hôpital nous parle d'une espérance de vie quelques jours, peut-être 2 semaines maximale. Donc, c'est accompagnement vers la sortie, quoi. Alors là, déjà, quelle force m'a montré mon frère là. Et ça, c'est ce moment-là, il est gravé dans ma mémoire. Ce moment-là, j'y repense quand je suis dans le froid, quand je fais des bains froids. Je vais vous parler d'hormèse sur ce podcast, et ceux qui connaissent mon travail savent très bien à quel point je pense que par l'hormèse, par l'exposition volontaire à de l'inconfort, on peut se découvrir soi-même. Dans le yoga Tummo, qui est un yoga avec une composante supplémentaire par rapport aux autres, c'est l'exposition volontaire au froid. On fait des assises dehors dans la neige par -20, -27 pendant 1 heure, et on est nu comme un verre. On fait des bains dans des lacs gelés, on fait des randonnées dans la neige, pareil, toujours nu comme un verre. Je peux vous dire que le mental, il veut quitter à chaque instant, hein. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette petite morsure du froid comparée à l'épreuve qu'a dû endurer mon frère, la force qu'il a dû trouver en lui pour me dire ces mots, pour dire à son petit frère qui est à l'autre bout de la planète, sans flancher en plus, hein, sans vaciller, avec un sourire, en inspirant le maximum de confiance en moi, me disant, il faut que tu rentres maintenant, parce qu'il faut accompagner papa, etc. Et ça, ce sera une source d'inspiration toute ma vie. Donc il me dit ça, mon monde s'effondre. Je me rappelle encore du lendemain matin. Je disais, mais quelle saveur trouver. Et j'ai observé en fait les choses du quotidien. C'est-à-dire, j'allais à mon supermarché pour mon petit déjeuner ou mon déjeuner, je sais plus, m'acheter à manger. Et je me disais, mais tout ce que je fais maintenant, là, les actes du quotidien, passer à la caisse, choisir mon poisson dans le rayon, parler, dire bonjour à la caissière, etc. Tous ces petits actes anodins, pendant que mon père est en train de mourir. Quel rapport j'ai avec ce quotidien-là maintenant? Et je vais encore citer Alexandre Astier, hein. J'ai parlé de Simon au début du podcast, mais Alexandre Astier dans une interview qui est pour moi l'interview fondatrice d'Alexandre Astier. Je pense que c'était pour la promotion, même j'en suis sûr, de la saison 6 qui se passe à Rome de Kaamelott. Et Alexandre dit, je n'ai encore jamais perdu un proche. Alors j'espère pour lui, enfin je lui souhaite rien du tout, hein, ni d'avoir perdu, ni de pas avoir perdu, parce que comme je vous l'ai dit, je pense que la mort fait partie de la vie, et que c'est normal de perdre des proches. En tout cas, à cette époque-là, il n'avait encore perdu jamais quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de très proche. Et il disait, quand on perd quelqu'un de très proche, comment ça se passe après? Comment on gère le quotidien? Quand on monte dans son bus, quand on prend un taxi, quand on gère les petites conversations comme ça, alors qu'il y a quelque chose d'une violence inouïe qui s'est passé dans sa vie. Et il s'interroge fondamentalement sur ça, ce rapport à la mort, qui se retransmet aussi dans sa série Kaamelott. Extrêmement intéressant tout ça. Et j'y ai pensé. Et j'y ai pensé parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais le rapport à la mort de mon père. Donc son interview,
a résonné très fortement en moi. Donc, je rentre, je vous la fais courte, on passe quelques jours, dont le jour de l'an assez terrible, on l'accompagne du mieux qu'on peut, et son départ a été plus une délivrance qu'autre chose. Il est parti dans nos bras, devant nous tous, devant nous quatre, il nous a quittés, c'était très violent de le voir partir, évidemment, mais là j'étais mis face à la mort pour la première fois de ma vie, vraiment, c'est-à-dire ça s'est passé devant mes yeux. Quand j'y repense, évidemment, c'est très douloureux. Et puis, c'était aussi un moment de soulagement, comme je vous l'ai dit. On s'est tous regardés avec un sourire, avec un sourire. On s'est tous regardés. Je me souviens de ma mère qui souffle, qui de soulagement. Enfin, il ne souffre plus. Enfin, c'est fait. Ben oui, c'était plus un soulagement qu'autre chose. 3 ans de souffrance. Au bout d'un moment, on veut que ça s'arrête aussi. Donc voilà, ça a été ça a été après les hommages, parce que c'était un grand peintre, mon père, donc il a eu des hommages absolument incroyables, une crémation où il y avait la ville entière qui s'est déplacée, les maires et mairesses de la région, voilà, on a mis de la musique, c'était assez joyeux, c'était très bien. Bref, quand j'y repense, cette épreuve de 3 ans, vécue depuis l'étranger à distance, m'a fait prendre 10 ans de sagesse. M'a fait peut-être grandir un peu trop vite, c'est-à-dire que des 25 ou même 24 à 30 ans, normalement on est un peu plus insouciant et on profite, on fait la fête, on fait des trucs un peu fous. Peut-être que je suis passé à l'étape d'après un petit peu trop vite. Mais tout ce que j'ai fait après, c'est-à-dire la démarche du naturopathe, la démarche vers la thérapie, la démarche vers le coaching, vers l'accompagnement d'autrui, vers le renforcement personnel, vers l'amour de la mise au challenge. Presque tout a découlé de ce traumatisme, de cette croissance post-traumatique. Presque tout. C'est-à-dire que je dois au départ de mon père, je dois à mon papa, qui m'a permis cette épreuve, ma croissance. Donc est-ce que un magicien d'un coup de baguette magique me proposerait de faire revenir mon père et d'annuler ce passage terrible de ma vie? Peut-être que des personnes diraient oui, moi je dirais non. C'est-à-dire je ne veux pas qu'on revienne sur mes traumatismes. Mes traumatismes m'ont fondé. Alors, juger ça bien ou mal, moi je considère que c'est ça la vie. Et la vie, comme je vous l'ai dit dans la conclusion du dernier podcast, c'était il ne faut pas chercher l'éviction du stress, parce que ça c'est contre le vivant. Il ne faut pas chercher à évincer les situations stressantes, il faut plutôt apprendre à devenir bon à les gérer. Donc dans le doute, renforcez-vous. C'était la phrase qui a ponctué tout le premier confinement, quand j'ai fait des lives, une fois tous les 2 jours. Donc pour rejoindre notre ami Nassim Nicolas Taleb, il est grand temps que l'humanité comprenne que l'innovation, le succès, toute forme d'accomplissement personnel, professionnel, dans la nature, tout cela n'est que surcompensation face au stress. Surcompensation face à l'exposition hasardeuse d'agents stressants, plus ou moins stressants. Et que la recherche de la linéarité, la recherche mordicus du confort, tue la nature même du vivant, qui est antifragile, et qui n'est certainement pas fragile, qui est même pas robuste, qui est antifragile. L'hormèse est la norme, et je vous propose de terminer là-dessus, sur cette belle phrase. L'hormèse est la norme, et son absence
se fera au détriment de notre propre chemin de vie. À bientôt pour les podcasts de l'antifragilité.